Bonjour tout le monde. On continue pour le chapitre dynamique des fluides réels et exactement écoulement à faible, la partie écoulement à faible nombre de Reynolds. Nous avons dit pour ces fluides-là ou pour ces écoulements, les forces inertielles sont négligeables par rapport aux forces visqueuses. D'où on appelle ces écoulements des écoulements rampants. On prend dans cette vidéo-là l'écoulement autour d'une sphère. Alors nous avons une sphère de rayon R ou de diamètre D plongée dans un écoulement avec une vitesse U infinie constante. Ce fluide a une viscosité mu constante, c'est-à-dire un fluide newtonien. Le nombre de Reynolds évalué sur la base du diamètre est inférieur à 1 pour dire que écoulement à faible nombre de Reynolds ou écoulement rampant. Alors les objectifs de cette séance-là, c'est en premier lieu une comparaison entre les écoulements visqueux et écoulements non visqueux autour d'une sphère. Ensuite, voir ou dériver une solution complète de l'écoulement rampant qui se produit autour d'une sphère, qui est appelé écoulement de Stokes ou Stokes flow. On déduire par la suite les forces exercées, la pression et les forces exercées sur la sphère. Avant de déterminer bien sûr les forces exercées, on détermine la pression ou la distribution des pressions autour de la sphère. Ensuite, on calcule la force totale exercée par le fluide sur la sphère. Les étapes de résolution. Pour les étapes de résolution, nous allons utiliser les équations de conservation de masse et de quantité de mouvement par l'introduction de la fonction de courant. On va réécrire les équations de conservation en fonction de la fonction de courant. Ensuite, nous allons réécrire les conditions limites en fonction de la fonction de courant. Excusez-moi, ici j'ai écrit tapé la fonction en anglais, function, en mouvement, les équations de mouvement en fonction de la fonction de courant. Petite erreur. Alors, pour la comparaison entre les écoulements visqueux à faible nombre de Reynolds et les écoulements parfaits, des fluides parfaits, pour un écoulement visqueux, nous avons une déformation du profil des vitesses à cause des effets visqueux, c'est-à-dire à la paroi de la sphère, la vitesse du fluide est nulle à cause de l'adhérence ou de l'effet de non-glissement de la vitesse. À la paroi, la vitesse est nulle et elle augmente en s'éloignant de la surface de la sphère pour avoir une vitesse établie ou constante en s'éloignant de la surface solide. Creeping flow, ou on les appelle en français les écoulements rampants, vient du verbe ramper. Pour un fluide non visqueux, il n'y a pas d'effet d'adhérence. Par conséquent, la vitesse, elle est quasiment constante, mais à l'approche de la paroi, elle augmente pour satisfaire l'équation de continuité, c'est-à-dire V fois S soit constante, c'est-à-dire V fois S ici est égal à V fois S ici, puisque S diminue à cause de la présence de la sphère, donc elle réduit la section de passage. Alors pour satisfaire l'équation de continuité, la vitesse augmente ici.
Dans un cas plus général, pour les fluides réels, c'est-à-dire visqueux, au loin la vitesse est constante. La vitesse est constante. Au-delà de ce point-là, la vitesse est constante. À l'approche de la surface de la sphère, la vitesse augmente pour satisfaire l'équation de continuité, en d'autres termes, à cause des effets inertiels. À l'approche, c'est-à-dire juste dans la vicinité, au voisinage de la sphère, la vitesse diminue à cause des effets visqueux, c'est-à-dire la vitesse à la paroi est nulle et elle augmente. Le gradient de vitesse ici est très élevé, c'est-à-dire il varie de 0 jusqu'à U infini pour une distance de quelques millimètres, au maximum quelques centimètres. Alors, pour résoudre le problème, on emploie les conditions sphériques, c'est-à-dire le rayon R et les deux angles θ et φ. La vitesse au loin est constante et suivant Z. On la désigne par V infini fois K, avec K c'est le vecteur unitaire suivant Z. Au loin de la sphère, pour de larges valeurs de R, la vitesse est uniforme. Le vecteur unitaire K, suivant l'axe Z, ne correspond pas aux coordonnées sphériques utilisées. C'est-à-dire, si on emploie ici les coordonnées sphériques, R, θ et Z, on remarque ici, on a V infini, ou bien la vitesse est suivant l'axe Z, qui n'a pas de relation, d'où il faut trouver une relation entre la vitesse suivant Z et les vitesses en coordonnées sphériques ici. De point de vue physique, l'écoulement est symétrique par rapport à phi, c'est-à-dire ce qui se produit dans ce sens est le même de ce qui se produit en haut ou bien en bas, ou côté gauche ou côté droit. Nous allons voir par la suite que signifie cela, ou quelles sont les conséquences de cette symétrie, de point de vue mathématique. Alors, la composante de la vitesse incidente, c'est-à-dire V infini au loin, voici la vitesse V infini est égale à V infini suivant K. On la décompose suivant la direction radiale et la direction tangentielle. La direction radiale, nous avons suivant R qui varie en fonction de θ. Alors nous avons V, R est égal à V infini cosinus θ. On remarque pour θ est égal à 0, on trouve cosinus 0 c'est A, on trouve V infini. Et la vitesse tangentielle, suivant θ, est égale à V infini sinus θ, qui pour θ est égal à 0 ici, on n'a pas de vitesse tangentielle. J'ai dit tout à l'heure que le nombre de Reynolds est de l'ordre de 1, qui signifie physiquement le rapport des forces d'inertie sur les forces visqueuses. Alors, lorsque le rapport de l'ordre est inférieur à 1, c'est-à-dire les forces visqueuses sont plus importantes que les forces inertielles. Par contre, pour Reynolds supérieur, largement supérieur à 1, on a l'inverse. Les conditions limites et les hypothèses qu'on peut utiliser pour permettre la résolution des équations. La vitesse est égale à 0 à la surface de la sphère. Le vecteur vitesse ici, le vecteur vitesse est égal à 0 à la surface de la sphère à cause de l'adhérence, comme je l'ai expliqué lors de la présentation du problème. Au loin, pour R tend vers l'infini, quel que soit θ, la vitesse retrouve son profil suivant l'axe Z qui a une valeur constante est égale à V infini. Ici, K vecteur. Je n'ai pas mis le vecteur parce que c'est un peu compliqué d'écrire chaque fois en PowerPoint.
Pour les hypothèses, à cause de la symétrie par rapport à phi, aucun paramètre ne dépend de phi, puisqu'il y a une symétrie par rapport à phi, alors toutes les dérivées par rapport à phi sont nulles, c'est-à-dire pas de variation de la vitesse, des deux composantes de la vitesse, ou bien de la pression suivant phi. Et aussi pas de vitesse suivant phi, puisqu'il y a une symétrie, c'est-à-dire l'écoulement à gauche ne va pas à droite, et l'inverse aussi c'est vrai. De point de vue mathématique, cela donne que VR, elle est fonction uniquement de R et de θ, et même chose pour Vθ, elle est fonction uniquement de R et de θ, il n'y a pas de phi, et la vitesse suivant phi est nulle. Les équations de conservation sous la forme vectorielle, ici 0, si chaque fois j'écris pas le vecteur, bon, parce que c'est le divergence de V est égal à 0, qui est traduit en coordonnées sphériques, ça sera 1 sur R2, D sur D R2 de ρ R au carré VR, plus 1 sur R sinus θ, D sur D θ, ρ Vθ sinus θ, plus 1 sur R sinus θ, D sur D phi, ρ phi. Puisque nous avons dit il y a une symétrie plutôt par rapport à phi, alors ce terme-là est nul. Ce terme-là est nul. Est nul. La dérivée par rapport à phi, à cause de la symétrie. Ce qui permet de réduire l'équation de continuité uniquement à ce terme-là. Quand Vφ est égal à 0 et D sur Dφ est égal à 0. Lorsqu'on enlève les termes qui contiennent Vφ ou D sur Dφ. Pour l'équation de conservation de quantité de mouvement dans les deux directions radiales et tangentielles, pour la direction radiale, c'est dp sur dr plus mu fois le hamiltonien de VR moins 2 sur r au carré VR moins 2 sur r au carré dvθ sur dθ moins 2 sur r au carré vθ cos θ est égal à 0. Et la même chose suivant r. Bon, ces équations, nous l'avons démontrées en coordonnées cartésiennes et par la suite, en utilisant les transformations mathématiques, on peut obtenir les équations en coordonnées sphériques, bien que l'établissement est un peu délicat parce que le calcul est un peu lourd. Mais ces équations sont disponibles dans tous les ouvrages de la mécanique des fluides approfondie. Avec le hamiltonien, qui est le nabla au carré, donc égal à cette expression-là. Le hamiltonien ici. Le hamiltonien ici. Et ici. Ensuite, je rappelle ici que nous avons supprimé les termes D sur Dφ et les termes qui contiennent Vφ. Avec le hamiltonien, soit on écrit l'hamiltonien ou le nabla au carré, c'est la même chose. Maintenant, la conservation de masse se réduit à cette forme-là que nous avons vue. L'équation de quantité de mouvement, on remplace le hamiltonien par son expression suivant R et suivant θ. L'équation de quantité de mouvement suivant R et suivant θ. Ce que nous avons ici sont trois équations, à savoir l'équation de continuité ou conservation de la masse, équation de quantité de mouvement suivant X et équation de quantité de mouvement, quantité suivant R et suivant θ. Par contre, nous avons dit que suivant phi il y a nul. Ce que nous avons fait ici comme inconnu sont la vitesse VR, la vitesse Vθ et la pression. La vitesse VR, Vθ et la pression en fonction des variables indépendantes R et θ uniquement. Car phi, il n'y a pas de variation suivant phi.
Introduisons la fonction de courant qui est définie par, en relation avec la vitesse, les deux composants de la vitesse, VR et Vθ, par l'expression, les deux expressions en fonction de VR et Vθ. L'équation de continuité prend cette forme-là. L'équation de continuité qui est, donne, on remplace VR par, on fait introduire la fonction psi. On aura d2 sur d r au carré sinus θ sur r au carré, d sur dθ fois 1 sur sinus θ, d sur dθ, le tout au carré, psi, est égal à 0. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec la vitesse, on travaille uniquement avec la fonction de courant psi. Et cela permet de réduire les inconnus. Au lieu d'avoir VR et Vθ, on aura une seule fonction à déterminer, à savoir psi. Les conditions aux limites qui étaient pour VR et Vθ en fonction de R et dθ, donc Vθ est égal à 0 ou R est égal à R, VR est égal à 0 ou R est égal à R. Toutes les vitesses étaient nulles. Cela permet de dire que, puisque nous avons dit que VR est égal à une expression constante fois dψ sur dθ, est égal à 0. La même chose pour Vθ est égal à une valeur constante fois dψ sur dr. Cela veut dire que la dérivée de psi, la nouvelle fonction qu'on cherche, est égale à 0. Pour quel que soit θ, et R est égal à R. Cela permet d'écrire que psi est égal à 0. Parce que dψ sur dr est égal à 0, cela veut dire que psi est égal à constante. Mais puisque la dérivée par rapport à θ est nulle aussi, cette constante, on pourra la prendre comme 0. Quel que soit, pour R est égal à R, quel que soit θ, c'est-à-dire à la surface de la sphère. Pour R tend vers l'infini, c'est-à-dire au loin, la vitesse devient VR est égal à Vθ, V infini cos θ. Cela implique, ça c'est du point de vue mathématique, pour R tend vers l'infini, dψ sur dθ est égal à, ou tend vers V infini cos θ R au carré sinus θ, qui est égal à V infini R au carré cos θ sinus θ. On remarque que ceci est en contradiction avec la surface de la sphère, où nous avons dit que psi est égal à 0, psi est égal à 0, quel que soit θ. Par contre, ici, on remarque qu'elle dépend de θ. Pour remédier au problème, alors on prend, donc VR, c'est l'expression que nous avons vue, VR R au carré sinus θ. On calcule psi à partir de cette expression-là. Psi, c'est l'intégrale de VR R au carré sinus θ dθ, qui donne 1 demi de R au carré V au carré sinus au carré θ. On propose, pour pallier à ce problème, on propose que psi est le produit de deux, parce qu'on remarque ça c'est la limite pour la valeur de psi pour R tend vers l'infini. C'est-à-dire, c'est une limite, mais on ne connaît pas la valeur ou l'expression générale de psi. Pour permettre, ou pour trouver l'expression de psi, on suppose que psi est le produit de deux fonctions. Une fonction qui dépend de R et une fonction qui dépend de θ, que nous avons trouvé ici. Alors, ça sera psi est égal à f de R fois V infini sinus au carré θ. D'accord? C'est-à-dire le produit de deux fonctions. Qui vérifie la condition? Pour psi de l'infini de θ, c'est-à-dire pour R est égal à infini, est égal à 1 demi VR V θ au carré R au carré sinus θ, c'est cette expression-là. Alors, on remplace dans l'équation de continuité en termes de psi, on remplace cette expression ici,
cette expression dans l'équation de continuité en fonction de psi, on aura cette équation-là, c'est-à-dire, au lieu d'avoir psi, on a f fois v au carré, plutôt 1 demi v au carré, sinus au carré v, 1 demi de, plutôt fr, 1 demi de v infini, sinus au carré θ. Lorsqu'on remplace, on dérive, la dérivée de f donne f' et la dérivée seconde donne f seconde. Lorsqu'on remplace dans l'équation précédente, on aura cette équation qui pourra être simplifiée à cette forme-là, à cette forme. Alors, ceci est égal à 0, v infini n'est pas nul, cela veut dire que cette équation qui est égale à 0. Alors on divise, on multiplie par r puissance 4 pour enlever ce terme-là, nous avons quelque chose qui est égal à 0. Lorsqu'on le multiplie par r puissance 4, l'équation reste toujours la même. On aura r puissance 4 d dérivée quatrième sur dr4, etc. est égal à 0, puisqu'on ne cherche pas sinus carré θ et n'est pas nul lorsque θ varie. Lorsque θ varie n'est pas nul, cela veut dire obligatoirement la parenthèse qui est nulle. On cherche la solution sur la forme pour f, puisque nous avons dit que psi, c'est le produit de f d'une fonction qui dépend de r fois une fonction qui dépend de psi. On propose une solution polynomiale de type a fois r puissance n. Et on dérive par la suite f de r dans respectivement dérivée quatrième, deuxième et dérivée première ici. Pour trouver cette dérivée quatrième sur R4, dérivée seconde et dérivée première de ARN, qui donne, lorsqu'on dérive, on a cette expression-là, est égale à 0. Ceci est égal à 0, je n'ai pas écrit le 0. On divise par AR puissance n, nous avons le AR puissance n, on divise AR puissance n, on aura cette équation-là pour les puissances est égale à, on aura cette expression égale à 0. C'est une équation d'ordre supérieur avec une seule inconnue n qui donne cette équation qui a pour solution d'ordre 4, qui a 4 solutions qui peuvent satisfaire cette équation-là. C'est-à-dire soit n est égal à moins 1, n est égal à 1, 2 et 4. Toutes les valeurs satisfont cette équation puisque c'est de type n puissance 4, de quatrième ordre. Alors, d'où la fonction f de r, ça sera a sur r plus b sur r plus cr au carré plus d r puissance 4 fois psi de rθ qui donne, non, ici c'est pas par psi, c'est par v infini sinus carré θ, voilà, ça donne v infini sinus carré θ, pour éviter toute confusion, ici v infini sinus carré θ. Alors ça donne l'expression là, avec les conditions limites pour r est égal à grand R, f est égal à 0, et pour r tend vers l'infini, f est égal à 1 sur R2, cela permet de calculer les coefficients A, B, C, D. C'est un calcul mathématique. Ce qui donne, on remplace dans l'équation A, B, C, D par leur valeur, on aura cette expression. Et alors, l'expression
de psi en fonction, l'expression finale de psi en fonction de r et de θ, ce sera 1 sur 4r, v infini de r puissance 3 moins 3r, r au carré, plus r puissance 3 sinus au carré θ. C'est l'expression de psi, la fonction de courant. Cela permet, une fois on a l'expression de psi, on peut déduire VR. Nous avons la relation qui lie VR avec la fonction de courant, et la même chose pour Vθ. Alors, nous avons maintenant trouvé les deux composantes de la vitesse suivant R et suivant θ de la vitesse autour de la sphère. Une fois qu'on a la vitesse, les deux composantes, on peut déterminer la pression. Ainsi que d'après l'équation de l'équation permet de calculer la pression. Alors, suivant R, ce sera dP sur dR est égal à 3 mu V infini R cos θ sur R3. Et suivant θ, dP sur dθ est égal à 3 demi de mu V infini R sinus θ sur R au carré. On intègre, pour trouver P, on intègre cette expression par rapport à R, ça donne, ou bien, suivant θ, la même chose, ça donne une expression plus une constante. Cette constante, c'est P0, qui a été trouvée, ce qui correspond à la pression atmosphérique, P0, pour R tend vers l'infini, et θ est égal à pi, c'est-à-dire à l'entrée du domaine, avant d'arriver à la surface de la sphère. Si j'ai la sphère ici, j'ai l'écoulement au loin. Ici, P égale P0. J'ai θ est égal à pi et R tend vers l'infini. Ça permet à P0. Alors maintenant, calculons la force exercée sur la sphère, qui est composée des forces de frottement et des forces de pression. Elle est égale à l'intégrale de 0 à 2pi, l'intégrale de 0 à pi pour des phi pour des θ, de sigma, de la contrainte radiale et la contrainte tangentielle fois ds, qui est égale à cette expression. Ensuite, on remplace sigma r et sigma θ r avec ds. J'ai dit que l'intégrale de df ou la contrainte fois ds est égal à 2pi r sinus θ r dθ. 2pi r sinus θ r dθ en coordonnées sphériques. On rappelle, c'est en coordonnées sphériques. Alors, j'enlève ça, voilà, pour permettre une visibilité meilleure. Voici. Ce qu'on sait toujours, f, c'est l'intégrale de P ds. Que ce soit cette P, c'est la pression statique, ou une pression dynamique, ou une contrainte. Comme ici dans ce cas-là, c'est une contrainte. La contrainte, c'est une forme de pression. Nous avons la contrainte normale, et la contrainte radiale, et la contrainte tangentielle. On remplace ds par sa valeur et les contraintes aussi par leur expression avec sigma r et sigma θ r qui sont égales à ces expressions-là.
Donc vous pouvez certainement arrêter la vidéo et ces expressions, on peut les trouver dans n'importe quel ouvrage de mécanique des fluides. Les contraintes pour un écoulement pour un fluide newtonien en coordonnées sphériques. Alors l'intégration donne que F est égal à 6 pi mu r V infini, qui est la somme de la contribution due aux forces de pression, qui est 2 fois mu p r V infini, et les forces visqueuses qui sont 4 mu r V infini, 4 mu p r V infini. J'ai présenté ici le coefficient de traînée qui représente le coefficient de frottement autour de la sphère, qui est calculé expérimentalement pour un régime, on remarque, pour faible valeur de Reynolds. Ça corrèle bien avec cette expression. Ça corrèle bien avec cette expression. Au-delà de Reynolds 1, ça sera autre chose. Généralement, on le tire, souvent on le tire de l'expérience. Alors, pour montrer ou schématiser l'écoulement de Stokes autour d'une sphère, et je signale, c'est uniquement un faible nombre de Reynolds. Là où le fluide longe les surfaces du solide, à cause des effets visqueux qui sont largement supérieurs aux effets inertiels. Aussi, on schématise la vitesse ici, le vecteur vitesse. Au loin, avant d'arriver ici, la vitesse était constante. Ici, on a une déformation et accélération un peu loin, en s'éloignant légèrement de la sphère pour retrouver une vitesse constante par la suite. Pour Reynolds un peu plus élevé, on remarque qu'il y a un petit détachement. Ça, c'est une simulation, c'est une figure obtenue par simulation. On remarque un petit détachement de l'écoulement. Cette figure-là a été obtenue par simulation de l'écoulement autour d'une balle du golf. Voilà, j'ai oublié le mot. Une simulation. Et le but, c'était étudier l'effet de la forme de la surface sur les forces inertielles et visqueuses. On remarque ici que nous avons un détachement de l'écoulement et la présence de tourbillon. Ici, le Reynolds est supérieur à 1. Par contre, pour un Reynolds 1, inférieur à 1, nous avons vu ce schéma-là. On remarque ici la vitesse au loin constante. Par contre, à l'approche, on a une séparation ici de l'écoulement. La vitesse augmente ici. La vitesse à la paroi est nulle et par la suite augmente pour satisfaire l'équation, les deux effets, les effets visqueux et l'équation de continuité. Sur ce, je termine cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et espérons vous voir dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.